Bonjour, Caroline Forest. Bonjour Yasmina. Vous allez bien? Ouais, très bien et vous? Très très bien, et je suis vraiment très contente de vous recevoir sur La Ruche Média, vraiment. Je ne vais pas cacher mon enthousiasme, on va pas faire semblant. Je suis journaliste, mais je dis ce que je pense et engagée. Donc, je veux parler aujourd'hui de votre livre qui sort en poche, qui s'appelle Génération Forcée, qui est un livre important, qui fait date et qu'on a besoin d'étudier aujourd'hui. Donc, je vous propose aujourd'hui d'essayer de comprendre notre présent avec vous, parce que vous êtes essayiste, réalisatrice et éditorialiste. Et vous savez employer le jeu, vous engager, dire ce que vous pensez de la société. Et j'ai le sentiment que la société tremble un petit peu sur les questions identitaires, mais pas que. Donc le livre Génération offensée est un livre qui recèle différentes actions et réactions, surtout identitaires. Et quand on le lit, on a un petit peu froid dans le dos, parce qu'on se dit à chaque page, on en est vraiment là sur comment on fait pour se représenter et parler de soi. Vous avez eu envie de faire un acte de lanceur d'alerte parce que justement, vous sentez que la question de l'identité peut être une question tragique. Je crois qu'elle est souvent une question tragique, Ouais. l'identité. Mais soit on décide de le transcender et d'en faire une force, soit on décide de s'y enfermer et de rejeter les autres. Et donc, comme j'ai un parcours de minoritaire qui souvent a été un peu oublié parce que j'ai été plus connue sur mes engagements sur l'intégrisme religieux que sur mes engagements militants d'avant. Mais en fait, je suis un peu au croisement de tout ça, puisque je viens de l'engagement contre les discriminations. Je me suis beaucoup engagée contre l'homophobie, j'étais présidente du centre gay et lesbien, j'ai mené la bataille pour le Pax, j'ai mené pas mal de batailles pour l'égalité, ce qui m'a amenée à travailler comme journaliste sur les questions de l'intégrisme religieux, puisque c'était eux qui nous faisaient barrage, en fait, en termes d'égalité. Aussi parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'extrême droite, puis sur tous les extrêmes, puis sur les intégristes, puis sur tous les intégristes. Et ce parcours m'a aussi amené par Charlie Hebdo à défendre évidemment la liberté d'expression. Et en fait, c'est une très bonne école pour se dire, tiens, comment on fait pour que le combat pour l'égalité ne marche pas sur les libertés? Comment on fait pour trouver ce réglage entre faire avancer nos luttes pour l'égalité sans détruire les acquis, comme la liberté d'expression, comme la liberté aussi de s'autodéterminer? Parce que, voilà, moi, je tiens à la définition fluide des identités. Je me considère comme assez sensible à la question d'être non-binaire. Et j'ai face à moi des gens qui sont hyper binaires sur les identités, qui toute la journée veulent nous mettre dans des cases, au nom de l'antiracisme et au nom du féminisme, ce qui commence un peu à m'agacer. Oui, ça fait beaucoup. Et est-ce qu'on peut... J'écoutais la sociologue Nathalie Heinisch, et qui disait, qui a écrit un livre assez intéressant sur c'est quoi l'identité, ce qui n'est pas l'identité. Est-ce qu'on peut jouer avec nos identités quand on sait qu'il y a un périmètre qui est notre prénom, notre couleur de peau, notre langue, notre culture? Est-ce qu'on peut jouer avec toutes les identités et s'auto-définir en s'ostracisant, ou en essayant de comprendre que notre identité est justement multiple, mais qu'il faut l'accepter? Mais en fait, on se bat pour avoir le droit de s'autodéterminer. C'est-à-dire que justement, les gens vont, à partir de notre prénom, de codes de langage, de codes visuels, se faire une idée de nous. Et je pense que c'est le plus désagréable, c'est qu'en fait, nous, on a envie de dire, je suis beaucoup plus que ça. Il y a les signaux que tu perçois, puis il y a ce que je suis vraiment. Et on passe toute notre vie à essayer de rétablir, en fait, à envoyer des signaux singuliers qui nous représentent vraiment, malgré ces signaux visibles. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'en fait, il y a un courant de l'antiracisme qui a renoncé à ça, qui cherche même plus à mener cette bataille-là. Non, mais du tout. Du tout. Au contraire, qui veut enfourcher les marqueurs les plus grossiers des racistes, c'est-à-dire, non, moi je suis ça, je suis mon prénom, ma couleur de peau, ma sexualité, mon genre, et au fond, je dois réclamer des places au nom de ça. Donc c'est ce qu'on appelle le droit à la différence, contre le droit à l'indifférence, plus universaliste, qui est de dire, non, non, tu peux pas dire qui je suis. Tu n'as pas le droit de dire qui je suis avant que je t'ai raconté moi qui je suis. Et surtout, je ne suis pas que ça. Bah oui. Et c'est ça l'universalisme. Souvent on le présente comme colorblind, le fait de ne pas vouloir regarder les discriminations en face, mais pas du tout. Ça s'appelle les normatifs. C'est des gens qui veulent le statu quo, c'est pas ce que veulent les universalistes sincères. Les universalistes sincères, ils veulent nommer les discriminations, nommer les obstacles, mais ils veulent aussi dire, ne nous réduisez pas à une case, ne nous assignez pas, et laissez-nous nous présenter dans nos 1000 facettes qui forment notre identité. Complexe. Alors, on est au cœur du problème, c'est complexe. Parce qu'en fait, complexe, ça c'est un truc qui n'intéresse comme plus personne. Nuance non plus. Voilà, nuance non plus. Donc du coup, on est face à des gens
tellement binaires, tellement identitaires. Alors, je parle pas que de l'extrême droite identitaire, Non, bien sûr. on les connaît, Ouais. on n'est pas surpris. Mais voir des gens qui viennent de la gauche radicale valider ces catégories, s'y enfermer à double tour et mener la guerre contre les autres antiracistes universalistes, contre les féministes universalistes, on a envie de dire, mais... on marche sur la tête. Mais surtout, vous regardez le monde autour de vous, vous avez compris qui c'est qui va à la fin gagner le jeu auquel vous jouez? L'extrême de l'autre côté, bien sûr, et elle est déjà bien en route parce qu'elle a plusieurs haut-parleurs. Pas la peine finalement de s'exprimer. En plus, c'est que tout ce qu'on avait réussi à déconstruire, parce que pardon, le concept de race, on a mis combien de temps tout à fait. À l'enlever un peu des imaginaires, on l'a retiré de la Constitution il y a quelques années il n'y a pas très longtemps. Et on arrive avec des jeunes qui sont des étudiants, qui sont plutôt des enfants gâtés, des grandes écoles, qui de façon extrêmement mondaine et bourgeoise viennent nous dire « Ah non, mais le concept de race, en fait, est une construction sociale, et nous le revendiquons. » C'est super, vous le revendiquez et vous pensez que vous allez vraiment faire du mal aux racistes en revendiquant le concept de race. Écoutez, vraiment bon courage. Bon courage, en effet. Mais nous, on n'en sera pas, parce qu'on sait trop ce que ce mot fait, ce que cette vision du monde fait. Et en plus, on n'est pas dupes, parce que je pense que ce qui est honnêtement le plus douloureux à voir pour ceux qui sont sincères dans ces luttes, c'est l'opportunisme de ces militants-là. Oui, voilà, parce qu'il y a des chapelles qui sont peut-être rémunératrices, et en tout cas, on peut se célébrer. Justement, il y a une crise, on se rend compte qu'il y a une crise des identités, et vous dites dans le livre, c'est une époque où on sacralise la victimisation, et c'est une idée de se plaindre pour pouvoir exister. La souffrance comme en fait une discrimination devenue anoblie, c'est-à-dire qu'il faut avoir surtout souffert pour devenir quelque part un peu noble, un peu propre. Donc c'est un peu de ça dont vous parlez, cette idée quand on dit faut d'abord être victime. En fait, quand on dénonce la victimisation, il faut vraiment pas se méprendre, parce que c'est comme quand on dénonce le multiculturalisme, on dénonce pas le multiculturel. Et quand on dénonce la victimisation, ça n'est pas de dire plus personne n'a le droit de se plaindre lorsqu'il a été agressé et lorsqu'il est vraiment victime. Exactement. La libération de la parole des victimes de viol, de harcèlement sexuel, c'est ce que toute féministe attend depuis des décennies. Et puis, pardon, on s'était déjà battu pour avec... Ni pute ni soumise, et bien avant, les Gisèle Halimi et toutes mes marraines du MLF se sont battues pour ça. Mais c'est pas la même chose de se battre pour dire, là, il y a un agresseur, un agressé ou une agressée, et de dire, je dénonce cette agression, je vous raconte ce qui m'est arrivé, je vous raconte que je suis victime, non pas pour que vous me célébriez comme victime, je vous le dis pour que vous changiez. C'est pas la même chose de dénoncer quelque chose pour faire changer les autres, que de vouloir avoir comme reconnaissance le fait d'être victime comme statut permanent. Même psychanalytiquement, ça veut dire quelque chose de cette société où finalement on a l'impression que pour être médiatisé, pour exister, certains n'ont plus que comme carte d'identité le trauma. Et du coup, comme on encourage chacun à déballer son traumatisme, alors il y a des traumatismes réels, il y a des agressions réelles, et il y a des gens qui vont finir par mettre sur le même plan des micro-agressions et des méga-discriminations. Le fait d'avoir eu une parole lourdingue d'un type qui vous a dragué avec un viol, et qui vont vouloir exister et se plaindre avec en fait comme si c'était de l'ordre de la même gravité. Et donc c'est quand des gens en fait se victimisent exagérément et veulent absolument exister à travers cette exagération qu'on est dans ce qu'on dénonce dans la question d'être victimaire, pas avant. C'est pour ça qu'il y a le mot offensé, il a tout son sens. Oui, parce qu'offensé, il y a un petit côté susceptibilité, en fait. Tout à fait. Tout est grave. En fait, le problème, c'est que tout est grave. Au même niveau. Donc, on a quand même... Moi, je suis pas de la génération qui me suis battue contre des... J'ai pas connu le temps où l'homosexualité était pénalement répréhensible et illégale. J'ai connu le temps, par contre, de l'homophobie d'État. Et je dis ce mot exprès parce que quand j'entends des gens qui voient du racisme d'État ou du racisme systémique partout, pardon, les mots ont un sens. Ça veut dire que l'État fait en sorte de vous discriminer délibérément, qu'il y a des lois qui vous discriminent délibérément. Moi, je l'ai connu comme minorité sexuelle. Je ne pouvais pas me marier avec la personne que j'aimais, je ne pouvais pas avoir recours à la procréation médicalement assistée comme une femme hétérosexuelle. Ça s'appelle de la discrimination d'État. Et j'ai le bonheur d'avoir vu les choses bouger. Donc je suis une optimiste de l'universalisme, parce que je sais que quand on va voir les gens et qu'on leur dit pas, toi en tant que privilégié hétérosexuel, mets-toi à genoux et excuse-toi et lèche-moi les pieds, parce qu'avec ton hétérosexualité qui m'a fait souffrir depuis des siècles, moi et mes ancêtres homosexuels, bon, comme on n'est pas dans la reproduction tellement, on pense pas trop comme ça, moi je pense que si on l'avait joué comme ça, on serait toujours discriminé au niveau d'État. Je pense que c'est un peu violent. Je pense qu'on aurait fait gagner l'extrême droite depuis très longtemps, que ça n'aurait jamais marché.
Quand je suis allée me battre devant des commissions de sénateurs qui étaient à l'époque encore plus qu'aujourd'hui des vieux monsieur hétérosexuels qui n'avaient pas du tout envie d'entendre mon discours, et j'avais les cheveux très courts, c'était en 98, je leur ai pas parlé comme ça. Je leur ai dit, messieurs, vous représentez la République. Moi, la République, on m'a expliqué que c'était l'égalité. Et ce que je sais comme citoyenne, c'est que j'ai des devoirs, mais que je n'ai pas les mêmes droits que vous. Et c'est incompréhensible pour moi en tant que citoyenne. Oui. Et voilà, et ça, ce discours-là, il peut faire bouger les choses. Bien sûr. Donc en fait, c'est applicable pour toutes les discriminations. Si on est dans la culpabilisation des autres pour ce qu'ils sont, si on leur en veut à cause de leur couleur de peau et qu'on explique qu'ils doivent s'excuser de leur couleur de peau ou de leurs privilèges, je ne crois pas qu'on inclue qui que ce soit dans la lutte. Je pense au contraire qu'on les pousse dans les bras des victimaires d'en face, des suprémacistes et d'extrême droite. Ce que vous dites a du fond et a vraiment le sceau de la pédagogie, et on a en face une société où en effet on célèbre le soi avec des réseaux sociaux très influents, avec une envie d'être libre, et en même temps quoi faire avec cette liberté quand on est dans une société où finalement comment être une réelle victime quand on parle au nom de ses ancêtres qui ont peut-être été esclaves, et là je parle des coloniaux, etc. Est-ce que les deux discours, c'est-à-dire votre pédagogie, le bon sens, l'envie d'avancer, parce que Génération Offensée, c'est pas pour les offenser, c'est pour les réveiller, en tout cas leur dire ce qui ne va pas. Est-ce que ces deux discours, un plutôt commercial, hein, je parle de, et vous plutôt pédagogique, est-ce qu'à un moment donné ça peut s'entendre, on peut s'écouter? On peut pas être entendu des gens qui ont intérêt à vivre de ce commerce-là. Oui. C'est leur boutique. Oui. Et j'ai tendance à dire, mais l'avantage, là où je suis un peu optimiste, c'est que je pense que c'est les gens qui ont moins de talent. C'est que je pense que ceux qui vivent uniquement du fait d'être minoritaires et de se plaindre et de s'inventer des fois des traumas démentiels qu'ils n'ont en fait pas vécu eux-mêmes, parce qu'ils sont souvent, encore une fois, étudiants très privilégiés ou extrêmement bourgeois, je pense qu'ils n'existent et ils ne jouent cette carte parce qu'au fond, ils n'ont pas assez confiance dans leur talent singulier. Donc je suis confiante à ce niveau-là, parce que je pense que du côté des universalistes, on est tout un arc-en-ciel de gens extrêmement variés, extrêmement différents, avec des prénoms différents, des origines différentes, des couleurs différentes. Mais en plus, je crois qu'on a vachement de talent. C'est pour ça qu'on a confiance en nous. Et du coup, vous pouvez vous faire entendre de ceux qui peut-être adhèrent aux thèses. Voilà. Alors après, on a un petit souci, c'est qu'on n'est pas exactement au même terme de pouvoir culturel, parce que en France, sincèrement, et c'est pour ça que Génération Offensée sort au bon moment, je crois que si on se réveille à temps, on va pouvoir peut-être garder l'équilibre, garder ces subtilités-là. Mais on a face à nous des gens qui ont énormément de moyens, énormément de soutien venant des réseaux évidemment américains, parce que ça correspond au référentiel culturel américain qui est évidemment d'une puissance absolue, financièrement et culturellement parlant. Donc là, on a face à nous le New York Times, on a face à nous le Washington Post, on a des réseaux d'entraide universitaires très 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 importants, très puissants. Ça veut dire que, heureusement, moi je ne veux pas travailler dans l'université, que j'ai jamais voulu le faire, en partie parce que j'ai repéré ces logiques-là qui ne m'intéressaient pas. Parce qu'ils savent aussi qu'eux, ils vont avoir des postes, ils vont avoir des contrats grâce à cette approche-là. Et c'est une question de course contre la montre, en fait, parce que ça se joue là, dans les années là. Quand le livre sort, Génération Offensée, tout le monde me dit, mais non, mais en France, ça n'arrivera pas. Je dis, vous êtes fous, c'est déjà là, regardez. Et on sort de confinement, tout le monde dit, mon Dieu, mais c'est déjà là, c'est déjà trop tard, tu crois qu'on a perdu. Je dis, non, on n'a pas perdu. Voilà. Franchement, oui, bien sûr que c'est là. Exactement. D'ailleurs, la pédagogie, encore quelque chose de très important. Ce week-end, dans l'université Columbia aux États-Unis, il y a eu une remise de diplôme avec des salles séparées, prétextant une envie d'être entre soi. On parlera de l'UNEF après. Mais vous avez été aux États-Unis, vous parlez beaucoup dans le livre, en effet, des États-Unis et du Canada, et aussi de la France, pour indiquer que la Génération Offensée, c'est un fait mondial. C'est pas que ici, mais ça arrive ici. Vous avez été aux États-Unis, vous avez été sur place pour justement essayer de discuter avec, enfin en tout cas d'être entendu des étudiants américains, parce que certains professeurs n'osaient pas trop le faire, sinon ils risquaient en effet, comme vous le dites très bien, de se faire renvoyer. Vous avez dit, j'ai senti les élèves respirer, et vous avez, je reprends d'autres mots à vous, braver l'intimidation, ce qui demande quand même beaucoup de courage. Et de l'autre côté, sans vouloir vous comparer ni vous opposer, on a Washington Post, Roch Ayedello, qui donc infuse, qui travaille pour eux, et qui infuse là-bas une image de la France qui n'est pas forcément la France réelle. Donc, c'est très important d'aller sur place. C'est ce que vous avez fait pour aller parler de la France là-bas. Mais c'est pas évident, parce que... Ben non, ça demande un courage... Non, mais en plus... Non, parce que ça me demande pas de courage, parce que moi, je suis pas professeur dans ces universités, donc justement, je crains rien. Par contre, j'ai bien vu, j'ai vu ces salles, j'adore enseigner, et franchement, quand on voit des salles d'élèves, où d'abord tout le monde est bien soigneusement rangé dans sa case et regroupé, on sent que par l'identité la plus visible, et on voit les corps tout verrouillés,
tout le monde a peur de parler, les profs ont peur de parler, les élèves ont peur de parler. Moi, j'y suis allée, j'avais rien à perdre. Je leur ai parlé de Charlie Hebdo. Comme souvent aux États-Unis, parce que les Américains sont extrêmement empathiques, il y a eu beaucoup d'émotions évidemment sur la mort de mes collègues et de mes amis. Et puis dès qu'on est passé au débat intellectuel, là, tout s'est recrispé. Et jusqu'au moment où j'ai eu cette phrase que j'ai adorée, parce qu'elle résumait tout, d'une étudiante au fond de l'amphithéâtre, qui était plein, hein, parce qu'il y avait des gens... Et en plus, on était quand même en Virginie, qui est un territoire très marqué par l'esclavage. Et une étudiante plutôt... voilà, qui quand même fait des bonnes études, qui n'est pas complètement à plaindre, a dit: Madame, je vous interdis de parler du voile. J'avais parlé de notre débat sur la laïcité en France, parce que le voile est le symbole de la culture musulmane, et que vous êtes blanche, et en tant que blanche, vous n'avez pas le droit d'en parler. D'abord, j'ai remercié cette étudiante. Je lui ai dit: écoutez, vraiment merci, parce que je crois qu'en une phrase, vous avez résumé tout le problème. Donc, on va décortiquer les choses, si vous voulez bien. Parce que je parlais quand même à des étudiants qui ne savent pas la différence entre l'Algérie et l'Iran. Oui, c'est loin pour eux, tout ça. Non, mais pour le monde musulman, c'est Aladdin. J'exagère, mais à peine, sincèrement. Donc, du coup, je leur ai raconté le combat des Algériennes, je leur ai raconté l'évolution, le combat des Iraniennes. Et je leur ai dit: vous savez, mademoiselle, quand on aime les cultures, il faut les connaître. La plus grande forme de respect, c'est de les connaître, les cultures. Et vous voyez, en fait, même chez les musulmans, il y a des gens de gauche et il y a des gens de droite. Alors, vous avez le droit d'être du côté des bigots, de ceux qui pensent qu'une femme, une bonne femme musulmane doit couvrir ses cheveux. Vous avez le droit d'être du côté des fondamentalistes, des Mike Pence de l'islam, il n'y a aucun problème, comme elle était évidemment d'extrême gauche, ça lui a pas trop plu. Je lui dis: mais vous ne pouvez pas considérer en fait que ces dynamiques-là n'existent que dans le monde chrétien. Ça existe partout. Et vous ne pouvez surtout pas, vous, en tant qu'étudiante de cette université américaine prestigieuse, considérer que vous savez ce qui fait partie de la culture musulmane ou pas. Et que donc, les femmes qui ne portent pas le voile ne sont pas de la culture musulmane pour vous. Et ça, vous l'avez dit, pardon, vous êtes aussi blanche que moi. Hein. Donc, à un moment donné... donc, c'est facile à démonter. Honnêtement, quand on n'a rien à perdre, c'est facile à démonter. Mais c'est surtout que j'ai vu les autres étudiants sourire, respirer. Ils commençaient à me raconter des choses. C'est-à-dire qu'ils venaient me voir entre les cours. D'abord, on poussait les murs. Parce que tous les étudiants débarquaient en disant: oui, c'est pas notre cours. J'ai fait ça après dans des TD sur la religion. Mais on peut assister quand même. Et puis après, j'ai instauré carrément un truc avec eux. Je leur ai dit: écoutez, on va faire simple. Ma culture, c'est d'être française. Vous savez comment on est. On n'arrête pas d'offenser les gens. Donc moi, je vais vous offenser tout le temps. On va partir du principe que je vais vous offenser et que je vais dire des choses que j'ai pas le droit de dire et je vais vous les dire quand même. Et au début, je les ai vus mais terrorisés. Et à la fin, ils voulaient que je les offense, parce qu'ils avaient envie de parler. Et d'être bousculés aussi dans leur certitude. Oui, parce que j'avais déverrouillé plein de choses. J'avais des étudiants noirs qui ne s'autorisaient pas à parler sur la question de l'homophobie. J'avais, à l'inverse, des étudiants homo qui étaient persécutés par des étudiants sur la question trans qui n'osaient pas le dire, mais qui venaient m'en parler entre les cours. Et donc, si vous êtes honnêtement un prof américain dans cette situation, vous pouvez rien faire, vous allez être licencié. Il suffit de 2 mails et vous ferez virer. Moi, j'avais rien à perdre, et quand j'ai bousculé tout ça, j'ai trouvé d'abord que le débat était intéressant, parce que c'est des étudiants qui sont vifs, qui sont demandeurs de ça. Et à la fin, quand je suis partie, sincèrement, ce qui m'a marqué, c'est l'image des profs, notamment le prof qui m'avait invité. Il pleurait. Non, mais vraiment, il pleurait. Il m'a dit: tu as pu dire des choses qu'on ne peut plus dire sur un campus aux États-Unis depuis 10 ans. Incroyable. Et sincèrement, en France, ce sera dans 3 ans. Voilà, c'est ça. Si ça continue comme ça, dans 3 ans, on peut déjà quasiment plus aborder certains thèmes. Mais dans 3 ans, on en sera là. On a un exemple très récent de l'université de Grenoble. Donc, on voit très bien que les choses avancent très très vite et vont encore plus vite avec l'idée des réseaux sociaux. Et donc, c'est vrai que ce qui m'avait frappé dans le livre, c'est que justement, il n'y a pas de fatalité et qu'il suffit d'ouvrir la conversation pour pouvoir élever les débats. Et je voulais revenir aux Lumières. C'est une période très importante pour nous, Français, qui promet l'émancipation, l'autonomie et l'esprit critique, surtout, c'est fondamental. Mais il y a un courant qui vient tout doucement s'insinuer, disant que finalement c'est une pensée dominante, parce que finalement ceux qui ont géré les Lumières, qui les ont créées, sont des Blancs, et que donc ils n'ont pas pensé à intégrer. Voilà. Donc il y a un anachronisme absolu. Je voulais avoir votre regard là-dessus, sur comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour ne pas abîmer les Lumières, qui sont quand même le berceau de l'universalisme et de l'esprit critique. Ben, c'est surtout que les Lumières ont permis de contester les pouvoirs autoritaires, d'ordre divin. C'est dans les Lumières qu'on puise aussi, mais on n'en a pas besoin de puiser là-dedans, mais ça mène vers le droit à l'autodétermination, ça mène à l'esprit anticolonialiste, contrairement à ce qu'on a raconté. C'est-à-dire qu'ils font un raccourci et une manipulation de l'histoire, mais purement propagandiste. Comme on a une époque où tout est permis, en fait, les anti-Lumières se sont mis à l'intérieur des mouvements décoloniaux
pour essayer de faire croire qu'effectivement, vouloir l'émancipation, c'était vouloir la colonisation. Alors que du temps de la République et de la colonisation, il y avait des débats entre républicains. On connaît évidemment tous les débats qui ont opposé la parole de Clémenceau, la parole de gens de Gambetta qui n'étaient absolument pas forcément alignés sur ces questions-là. Et on essaie de nous faire croire que tout le monde était d'un seul bloc pour la colonisation et que c'était au nom des Lumières. C'est totalement une reconstruction absolue. Enfin, en fait, c'est tellement malhonnête qu'il faudrait qu'il faut tout reprendre. Il faut reprendre les cours d'histoire, il faut reprendre, mais jusqu'à la fac, il faut reprendre les cours d'histoire en fait, parce que c'est à la faculté aujourd'hui que des étudiants désapprennent l'histoire telle qu'elle s'est passée et sont manipulés par des enseignants. C'est ça qui est grave. Exactement. Et puis, c'est ça qui est un peu angoissant. Exactement, ça fait très très peur et ça donne parfois le vertige quand on entend par exemple la présidente de l'UNEF indiquer très clairement qu'il y a des réunions non mixtes, et vous dites dans le livre la non-mixité n'est pas un drame, mais il y a par exemple M. Ciotti ou M. Castaner qui indiquent qu'il faut dissoudre ce syndicat. Vous en pensez quoi? Il faut combattre ce syndicat avec ce que vous venez de dire sur les Lumières, ou il faut dissoudre? Non, moi je suis pas pour la dissolution de l'UNEF. D'abord, je crois que les élections étudiantes s'en chargent honnêtement de la dissolution de l'UNEF. C'est un syndicat qui s'est groupusculisé au fur et à mesure de ses positions grotesques. Et d'ailleurs, il a ses positions grotesques parce qu'il a plus de peuple, parce qu'il a plus d'électorat tout simplement. Mais je pense pas du tout qu'il faille mettre l'UNEF sur le même plan que Génération Identitaire et le CCIF, qui étaient des cas très particuliers posant vraiment concrètement la question du risque terroriste et du danger, ou d'aider à une propagande qui suscite le risque terroriste. Donc ça, c'est très à part. Par contre, bien sûr, je pense qu'il faut débattre de cette dérive-là. C'est une dérive qui est à la fois racialiste, c'est une dérive qui fait de l'UNEF des idiots utiles et des supplétifs du fanatisme religieux. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça en ce moment? Et surtout, c'est des militants, pas tous, parce que je sais bien qu'il y a des UNEF qui vont mieux que d'autres. On parle beaucoup de Sciences Po, mais c'est pas tous les Sciences Po qui sont dans cette dérive-là non plus. Moi, j'ai eu des étudiants de l'UNEF il y a quelques années quand j'enseignais à Sciences Po. Certains dérivaient, certains signaient notamment le communiqué du Hijab Day, qui est tellement ce gag absolu le sommet de l'appropriation culturelle qui ne pose problème à personne, c'est-à-dire demander à des étudiants, à des petits blancs, d'essayer le hijab une journée pour essayer la pudeur. Enfin, c'est la journée du hijab. Le trip exotique orientaliste le plus lourdeau qui soit, mais bref, peu importe, et accessoirement une négation totale des enjeux féministes. Donc oui, il y a cette dérive chez certains, pas chez tous, mais la question de la non-mixité et des ateliers en non-mixité raciale, elle est très complexe, parce qu'effectivement, moi, j'ai pas de problème dans l'absolu avec la non-mixité. On fait souvent le rapprochement avec ce qui s'est passé au MLF, ou qui existe dans des festivals de films lesbiens, par exemple, c'est qu'il y a des lieux où effectivement, et notamment dans les années 70, il était nécessaire d'être en non-mixité. Les ateliers de non-mixité du MLF dans les années 70, qui ont lieu à Vincennes et aux Beaux-Arts, c'était un moment très particulier. On était au début de la libération de la parole, on était bien avant MeToo, 50 ans avant MeToo, et à l'époque, chaque fois qu'une femme parlait du harcèlement sexuel, de violences sexuelles, il y avait toujours un homme qui en plus avait la parole naturelle pour lui couper le sifflet et lui expliquer ce qu'elle ressentait, ce qu'elle devait dire. Donc à ce moment-là, dans ce contexte-là, évidemment que c'était utile d'avoir des ateliers libération de la parole non mixtes. C'est pas du tout la même chose 50 ans plus tard, à l'université, de faire des ateliers en non-mixité raciale pour éviter quel risque-là? En gros, sincèrement, si on se projette dans l'époque actuelle, est-ce que des étudiants victimes de racisme, aujourd'hui, de l'UNEF, vont se voir réellement couper la parole par des petits blancs woke qui sont leurs camarades, qui sont en train de s'excuser toute la journée, qui ne veulent pas parler du sujet parce qu'ils ne sont pas concernés? Sincèrement, ils se sentent vraiment menacés par ça? Mais qui est menacé par un woke blanc? Sérieusement. Donc, vouloir des ateliers en non-mixité raciale à l'université, c'est pas la même chose. On a tous le droit de se réunir. S'ils veulent faire un club de parole psy pour faire une thérapie collective ou pour parler de trauma, tout le monde peut le faire, ça, n'importe où. Mais revendiquer et publiciser des ateliers interdits aux blancs à l'université, ça s'appelle interdire à un militant syndicaliste de participer à des réunions sur la base de sa couleur de peau. Et en fait, c'est marrant pour des gens qui sont toute la journée en train de penser aux États-Unis, c'est marrant que ça leur évoque pas quelque chose en fait. Que ça ne leur dise pas, tiens, interdire à des gens de venir sur un campus ou de participer à une réunion syndicale sur la base de la couleur de peau. Est-ce que c'est vraiment le truc qu'on a besoin d'inventer aujourd'hui? Oui, surtout que ça a été fait
très bien fait avant. La ségrégation l'a très bien Voilà. fait. Et une fois qu'on a inventé ça, comment on l'interdit dans l'autre sens? C'est-à-dire que comment on va interdire, si demain l'Uni décide de faire des ateliers que réservés aux Blancs? Je pense pas que cette idée, j'espère, ne leur reviendra pas au cerveau. On vous donne pas l'idée. Mais à ce moment-là, on fait comment? Rhétoriquement, on a perdu l'avantage moral de l'antiracisme. On l'a déconstruit, on l'a piétiné. Donc, il faut quand même être un peu... Et c'est là où, en fait, on voit la différence entre les gens qui veulent sincèrement faire reculer le racisme et ceux qui ont envie de se faire plaisir. Oui. Et ceux qui ont envie d'en vivre. Qui en jouent, oui. C'est pas les mêmes. Exactement. Il y a justement, les mots sont, vous disiez tout à l'heure que les mots avaient un sens, c'est très important, vous expliquez la définition de l'universalisme qui vient être un peu abîmé en ce moment parce qu'on le remet en cause par rapport au mot universel, mais il y a d'autres mots qui arrivent comme la novlangue, un peu comme ça, racisé, islamophobie, intersectionnalité, et le mot race, vous le disiez, qui revient dans les débats. On s'instruit et on se crée, on se constitue par notre identité par les mots. Est-ce que cette déferlante de nouveaux mots peut abîmer nos rencontres et nos conversations pour longtemps si elles s'inscrivent dans notre patrimoine langagier? Mais là aussi, c'est la différence entre le débat aux États-Unis et en France. Franchement, aux États-Unis, personne ne va s'engueuler sur la définition exacte des mots. Et vraiment, une fois qu'on est pragmatique, c'est du rapport de force, c'est qui crie le plus fort, qui peut dégager les autres, qui peut avoir des places. Bon, il faut reconnaître qu'ils sont en avance sur nous sur ça. Mais est-ce qu'on le souhaite? Je ne sais pas. Mais chez nous encore, en Europe en tout cas, les mots ont un pouvoir incroyable. Ils sculptent, ils orientent, ils tracent un chemin. Et quand on choisit le mot islamophobie, par exemple, plutôt que racisme, ou plutôt que racisme anti-musulman, si on veut être spécifique, au bout du chemin, c'est pas le même monde. Mais vraiment, c'est pas le même monde. Chaque fois que quelqu'un utilise le mot islamophobie, et je reprends Camus qui disait vraiment mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, cette personne-là ajoute au malheur du monde. Parce que le mot islamophobie, il est polysémique, c'est un mot valise, qui fait exprès de faire croire que être phobique ou avoir peur, une peur irraisonnée de l'islam, serait être raciste. Donc une fois que vous avez mis cette confusion dans l'espace public, il n'y a plus rien qui va. Les gens qui ont peur du fanatisme religieux sont des racistes. Les gens qui critiquent soit la religion, soit le dogme, soit les abus au nom du dogme, sont des racistes. Les musulmans qui critiquent l'islam sont des racistes, sont des islamophobes. Et comme on ne dit pas raciste, parce qu'évidemment, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas utiliser le mot de raciste? S'ils disaient je sais pas, de journalistes algériens qui sont battus contre l'islamisme depuis 20 ans, ah bah c'est un raciste. Tout le monde rigolerait, tout le monde comprendrait bien que c'est pas vrai. S'ils disaient de Salman Rushdie, c'est un raciste. S'ils avaient dit de Salman Rushdie, il est raciste. C'est justement parce que le mot racisme a un sens très défini, très clair, et pour tout le monde. Et vise bien, et vise juste. Et du coup, ça marche pas. Exactement. Par contre, si on dit Salman Rushdie est islamophobe, là, ça marche très bien. À partir du moment où il ose défier les tabous de l'islam, il est phobique envers l'islam, ça veut dire ennemi de l'islam. Enfin, il ne faut quand même pas avoir fait Sciences Po pour comprendre que dans la tête des intégristes religieux, être phobique envers l'islam, c'est être un ennemi de l'islam. Et si vous avez le malheur d'être de culture musulmane, ça veut dire qu'on peut vous tuer comme apostat. Et même si vous n'êtes pas de culture musulmane aujourd'hui, ça veut dire qu'on peut vous tuer. Et c'est ce qui a tué Samuel Paty. Et c'est ce qui a tué mes amis de Charlie Hebdo. Donc les gens qui utilisent ce mot encore aujourd'hui après tant de morts, je le dis franchement, ce sont des gens, je vais le dire poliment, irresponsables. Si je le disais pas poliment, ce sont des ordures. Ce sont des ordures. Voilà. Il y a peut-être 10 ans, il y avait une méconnaissance, peut-être. Ok, mais aujourd'hui, on est au courant. Ça fait depuis 2003 que j'alerte sur ce mot. Ça fait depuis 2003, moi, Fiammetta Vénère, on a fait des textes, des livres, je sais pas combien de fois on l'a expliqué, pour dire, s'il vous plaît, si vous êtes de bonne volonté, n'utilisez pas ce mot. Dites racisme anti-musulman. Dites musulmanophobe, si vous voulez. Phobique envers les musulmans. On sera tous d'accord sur qui ça désigne et pour les combattre ensemble. À partir du moment où vous dites ce mot, il y aura des morts. Mais effectivement, maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Oui, il y a presque un fait exprès. Donc, il y a quelque chose. Il y a un fait exprès. Voilà. Il y a un fait exprès. Quand ce sont des militants syndicalistes qui continuent à l'utiliser, je veux dire, ils ont fait des études, ils savent ce qu'ils font. Voilà, ils ont la presse, ça va. Exactement. Et on revient à cette idée de tout à l'heure, finalement. C'est là qu'il est très important de discuter avec vous et de déconstruire les idéologies parce qu'on comprend qu'on a affaire à un travail de niche commerciale et face à une espèce d'envie d'érudition et de pédagogie. Donc, c'est pour ça que je tenais vraiment à ce rendez-vous avec vous. Et alors, pour parler un peu de vous et de votre personnalité, j'ai le sentiment, tout ça c'est très très personnel, qu'il y a quelque chose dans la façon que vous avez d'infuser votre pensée qui est mieux entendue aujourd'hui, mieux perçue, mieux comprise, peut-être parce que ça fait quand même 10 ans, plus que ça, que vous travaillez sur ces sujets. 25. 25.
que vous tentez d'alerter et que finalement, aujourd'hui, en effet, vous tombez pile poil, mais ça fait 25 ans que vous tombez pile poil, mais pour les oreilles du commun des mortels, vous tombez pile poil. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, vous soufflez un peu en vous disant, ça y est, j'ai l'impression d'avoir rencontré quelqu'un, on m'entend? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Alors, c'est vrai que déjà, nous, on se connaît depuis longtemps, Oui. et on s'est croisés en 2004. Oui. C'était pas la meilleure époque. Hein. Non. Je commençais mon travail sur Tariq Ramadan, et sincèrement, ça a été évidemment la période la plus violente de ma vie. Ça a été 10 ans très dur, parce que c'était très dur de s'attaquer à ce prédicateur. J'avais face à moi des gens qui voulaient absolument me défendre et qui ont été très très loin pour le faire. Très très loin dans le fait d'essayer de me salir, d'essayer justement de me traiter d'islamophobe, de me délégitimer, etc. Donc oui, j'ai l'impression que ça va mieux, d'être plus entendue, peut-être aussi que... Enfin, c'est pas que j'ai changé, mais simplement, moi, j'ai eu vraiment une période qui était mon combat pour l'égalité. Donc, j'avais les cheveux très courts, j'avais des petites lunettes, j'étais très masculine, je le suis toujours et j'en suis très heureuse, mais à l'époque, ça passait quand même beaucoup moins bien. Oui. Et j'ai pas repéré tout de suite, honnêtement, parce que pour le coup, c'est pas mon mécanisme, à quel point ça énervait beaucoup de gens. Oui, bien sûr. Donc là, j'étais de toute façon pas là pour me faire des amis, j'étais là pour gagner des droits. Ensuite, quand j'ai beaucoup travaillé sur les intégristes, quand je travaillais sur l'intégrisme chrétien, honnêtement, j'avais des amis. Hein. Le Monde diplomatique adoré, Politis faisait des articles comme ça pour dire à quel point j'étais une journaliste rigoureuse, fouillée, détaillée, pédagogue. À partir du moment où j'ai travaillé sur Tariq Ramadan, et comme Politis était tenu par quelqu'un qui était un compagnon de route de Tariq Ramadan, et comme mon diplôme, il avait de grands alliés, y compris des féministes, qui aujourd'hui sont des papesses du féminisme, qui m'ont défoncé la tronche pour soutenir Tariq Ramadan. Et ben là, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'était une période très dure. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus que les gens de mauvaise foi qui ne comprennent pas que les alertes étaient fondées. Oui. Elles étaient étayées, elles étaient éprouvées, en plus de ce que je ne pouvais pas dire à l'époque, mais qui se sait maintenant. Et oui, Génération Offensée tombe à un moment où on peut se retrouver... D'abord, l'universalisme a progressé, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté, je pense, moins d'homophobes, moins de sexistes et moins de racistes. En réalité, il y en a moins qu'avant. Moi, je le vois, il y en a moins qu'avant. Ce qui ne veut pas dire que je sois naïve, et ça, c'est toujours ma... Donc en fait, pour répondre à la question, est-ce qu'aujourd'hui, je me dis, c'est cool, maintenant... je peux respirer, je suis entendue. Non, en fait, maintenant, ma grande trouille, c'est je veux pas être récupérée. Ah oui. Parce que je suis plutôt d'un tempérament, tu vois, qui essaie d'être sur une ligne de crête. Donc aujourd'hui, ce qui me rend, moi, toujours, qui me maintient en alerte, c'est de me dire, je veux continuer à pouvoir critiquer ce que je vois dériver au nom de l'antiracisme et du féminisme. Ce sont des causes auxquelles je tiens. Mais je ne veux pas que ces critiques servent à justifier un retour de bâton qui serait le retour à bah, c'était mieux avant, oui. Bah, maintenant on peut plus rien dire, lâchons-nous sur les minorités. Vous voyez, oui, je comprends. Donc ça reste toujours, à double tranchant, toujours compliqué. Oui. Mais bon, mais ceci dit, je suis quand même, tout va bien. Hein. Oui, non, moi j'ai vraiment ce sentiment-là. Je regardais l'émission C'est ce soir, excellente émission d'ailleurs. Je vous conseille de regarder le replay. Vous étiez passé le 25 février et Laura Adler, je souscris à tout ce qu'elle a dit, a indiqué à quel point, bon, oui, vous étiez brillante et courageuse, je le répète. Même, bon, par humilité, vous dites que non, mais moi je vous dis que si. Il y a quelque chose d'assez important aussi avec l'âge aidant, la maturité pour arriver en tant que femme dans une société plus éveillée, plus sensibilisée, à se faire entendre et quelque part, même si vous parliez de la jeune fille que vous étiez avec les petites lunettes, etc., on n'est pas toujours prêt. On y va parce qu'on a l'envie. Vous étiez aussi peut-être une des générations, enfin, vous aviez l'envie. Et aujourd'hui, peut-être avec, il y a quelque chose de totalement... oui, c'est comme quand les étoiles sont alignées, où on peut déverser une parole sans être... ni récupéré. Je crois que là, il y a quelque chose c'est le moment de continuer encore plus fort dans cette ligne-là, parce que quelque part, c'est la seule façon de pouvoir ne pas tomber dans l'américanisation totale. Et puis, depuis garder de la complexité, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense que d'abord, moi, je sélectionne beaucoup les espaces où je m'exprime pour faire passer la complexité. Je veux dire, je peux me permettre aujourd'hui ce luxe, je ne suis pas obligée de dire oui à tout le monde, je ne l'ai jamais fait par ailleurs. Mais... Alors, je suis flattée. non, mais voilà, je choisis les gens avec qui j'ai envie de parler, je choisis les lieux où j'ai envie de parler, où je peux justement avoir le temps de cette complexité et de faire cette pédagogie, parce qu'au fond, c'est ce qui m'a toujours intéressée. Ce qui m'intéresse, c'est juste de faire de la pédagogie, de dire aux gens,
Faites attention, il y a un mot là que vous pensez Mm. vouloir dire ça et qui en fait va vous emmener ailleurs. Faites attention, vous pensez là avoir par exemple le représentant d'une minorité qui a l'air de vous rendre fier, de vous représenter mieux qu'un autre, mais en réalité lui il a un autre projet et c'est pas celui forcément auquel vous adhérez. Mm. Faites attention, vous pensez que le Front National c'est tout beau maintenant, ils se sont calmés, ils sont devenus républicains, laïcs, pas du tout. Regardez qui y a derrière, en coulisses, qui agite cette marionnette et ne vous plaignez pas si vous les portez au pouvoir de ce qui va se passer derrière parce que ce sera terrible. Donc ça, c'est... Moi, j'ai toujours eu l'impression de dire des choses extrêmement simples, en réalité. Parce que mes convictions sont assez simples. Hein. Oui. Je veux dire, l'égalité, la laïcité, c'est quand même pas le truc le plus révolutionnaire qui soit. Mais ça devient révolutionnaire. En tout cas, ça demande visiblement d'être un peu tenace pour essayer de stabiliser ses acquis et de continuer à avancer ensemble face aux gens qui ont intérêt au désordre, au chaos, à la manipulation... et il y en a dans tous les sens. Enfin, bien sûr. On vit une époque de confusion, mais massive. Total. Et j'ai conscience, parce que j'ai aussi de la famille qui n'est pas intellectuelle, qui ne suit pas... qui vit... ils sont intelligents, mais ils n'ont pas que ça à faire, en fait, que de suivre le détail du débat sur tel mot, etc. Et j'ai conscience que des gens n'ont pas tout le temps nécessaire pour décrypter qui leur parle, pourquoi ils essaient de les enfumer, pourquoi ils mettent ces mots en circulation, et que donc on a besoin d'être de pédagogues sincères pour essayer d'émettre des alertes qui leur permettent de se dire « Ah d'accord, j'ai compris, en fait, ce que je pensais être une évidence n'en est pas forcément, là il y a un piège, là ça mène vers là ». Et ensuite, ils choisissent. Est-ce qu'ils veulent aller vers là ? S'ils veulent y aller, ils y vont. Bien sûr, et en ayant une famille où la parole était libre et vous pouviez converser très tranquillement, mais en n'étant pas hors sol avec une famille complètement intellectuelle, comme vous le disiez, ça vous permet justement aujourd'hui de vous adresser à tout le monde, d'avoir une parole universelle pour le coup, d'être entendu, parce que vous venez de la base et de cette envie de vouloir faire entendre à l'autre une raison, plus que de la passion. Parce que là, on est dans la passion quand même. Et on est beaucoup dur. Dans la manipulation. Sincèrement, oui, on n'a pas mesuré à quel point on est passé en quelques années d'un mode d'information qui était quand même assez vertical, qui permettait la transmission, qui était validé par une chaîne de gens où il y avait tellement peu de chances d'arriver à ce poste que quand même c'était des gens qui réfléchissaient à deux fois avant d'écrire. Aujourd'hui, tout le monde peut écrire, tout le monde peut parler, et donc tout le monde peut dire n'importe quoi, et en plus peut rendre des comptes. Bien sûr. On est quelques-uns à rendre des comptes parce qu'on est très exposé, parce qu'on est très public. Mais il y a plein de gens qui aujourd'hui produisent de l'information sans jamais rendre de compte. Donc, si l'État russe a décidé de faire passer une campagne d'intoxication pour déstabiliser un pays, c'est très facile. Ils ont beaucoup d'avance sur nous. Les trolls turcs, les trolls russes, les sites complotistes, les fameux trucs de réinformation, plus les groupes radicaux qui ont des agendas politiques, à un moment donné, vous avez l'impression de nager en permanence dans une boue où sincèrement, moi je travaille toute la journée là-dessus, mais je ne sais pas comment les gens s'y retrouvent. Oui, complètement. C'est vrai que y a aussi beaucoup d'humour aux générations pensées, c'est assez drôle. Et je pense à Hannah Arendt qui dit que pour renouer avec la pensée, il faut de l'humour, c'est très important. Et pour se demander comment font les gens pour essayer de ne pas se noyer dans ce magma de non-nuances, il faut peut-être en effet réapprendre et l'esprit critique et apprendre le recul avec l'humour. Ouais. Le recul, le deuxième degré, la distance, remettre les choses à la bonne échelle. Quand je disais, voilà, on ne peut pas tout mettre sur le même plan. Un propos lourdingue, ça n'est pas un viol, c'est problématique, ça participe d'une culture toxique et sexiste, mais on s'en remet pas de la même manière. Voilà. Donc, ne crions pas aussi fort selon les agressions. Voilà, essayons de doser un peu nos propos et surtout, essayons effectivement d'avoir, dans le côté proportionné, typiquement face à une micro-vexation, face au type qui, pour la 50e fois, demande à quelqu'un d'où tu viens. Je comprends que c'est fatigant, le d'où tu viens. Je connais bien ça. Tu connais bien le d'où tu viens 5 fois par jour. À un moment donné, il faut avoir une bonne vanne. Un truc qui lui fait du bien, le d'où tu viens. Et toi, tu viens d'où? Ah, mais t'as des ancêtres vikings. Oui, c'est ça, Suède. C'est quoi, Suède? Suède, je réponds ça en moi, je dis, ouais, c'est toi, tu dis, je viens de la Suède. Quand on est homo, c'est autre chose. Les garçons vous parlent de sexualité tout de suite, comme si le fait d'être homo... En fait, on sent bien qu'ils n'arrivent pas à sortir du fait que vous êtes lesbienne. Ils vous parlent, mais en fait, dans leur tête, ils pensent « elle est lesbienne, elle est lesbienne, elle est lesbienne ». Donc, il faut ramer en parlant d'autres choses, en fait. Complètement. De l'actualité. Voilà. Passer 40 ans, ça va, pareil, il y a des choses qui passent. Mais avant, c'est plus compliqué. Donc, il faut avoir de l'humour pour ça. Il faut être résilient. Sinon, d'abord, c'est pas bon pour soi. Oui, exactement. Et honnêtement... Peut-être que c'est aussi ça qui me motive le plus, et c'est que j'ai l'impression que ce discours victimaire et identitaire, il fait du bien à personne. Du tout.
Non, il profite à ceux qui en vivent, d'accord, ok, j'ai compris. Ouais, ceux qui en vivent sur les plateaux de télé, ceux qui en vivent à l'université, ça, eux, ça les fait vivre. Mais ceux qui ne seront ni profs, ni qui auront une ONG financée par les États-Unis pour faire ça, tous les autres, ça leur envoie un message et un signal où sincèrement, ils vont avoir une vie déprimante. C'est-à-dire que quand ils vont s'enfermer là-dedans, qu'ils vont plus regarder le monde que comme ça, qu'ils vont plus que sauter à la gorge de la moindre personne, qui aura un propos déplacé sur la question du genre, sur la bonne façon de s'adresser à soi, en fait, ça rend aigri. Et ça rend pas heureux. Non, du tout. Et comme moi, j'aimerais bien que les minoritaires soient heureux, je pense qu'on est plus heureux en étant un peu résilient et en ayant un peu d'humour et en déjouant les choses aussi de cette façon-là. C'est aussi pour ça, d'abord, effectivement, dans Génération Offensée, je fais quelques vannes, mais aussi parce que les woke sont drôles. La panic room, j'ai adoré la panic room dans les universités américaines. Vu que les universités coûtent cher, vous dites que ce serait pas mal d'investir dans une panic room pour ne plus avoir peur de l'extérieur. Vu ce qu'ils payent, oui, 60 000 $. Mais ils payent une fortune. Mais d'ailleurs, c'est un partie du problème, c'est qu'ils se comportent un peu comme des clients rois. Autant leur mettre une petite chaise rembourrée pour pas qu'ils se fassent mal aux fesses et qu'on leur parle de rien, on leur met de la musique douce, enfin zen, et puis ils passent leurs études comme ça, ils payent 60 000 à la fin et puis tout le monde est content. Mais donc les woke sont assez drôles et je pense aussi que c'est aussi mon envie de cinéma, c'est ça, c'est d'aller vers un langage peut-être plus émotionnel pour qu'on puisse se parler encore malgré les barrières qu'on a mis entre nous à cause de toutes ces manipulations et de ces choix à faire. Je pense qu'il y a encore un chemin émotionnel à faire ensemble. Ça se joue au cinéma, c'est pour ça que je suis assez fâchée quand l'identitaire nous rattrape au cinéma plutôt que l'université. Bah oui, exactement. C'est vrai que je pense à Netflix qui a beaucoup de propositions qui, pareil, pour répondre aux niches commerciales, des propositions plutôt identitaires. Mais le cinéma, on va pas revenir sur la séance dont tout le monde a déjà parlé, mais en tout cas, le cinéma, c'est un endroit où on peut encore s'exprimer et vivre ensemble. Oui, mais c'est surtout que c'est une magie. Pareil, c'est comme l'universalisme, ça doit être subtil. C'est-à-dire que généralement, les gens ne comprennent pas que quand on dit mais essayons de ne pas faire un tract identitaire au cinéma, ils se disent ah bon, vous voulez pas des minorités au cinéma? Mais bien sûr que si, moi c'est mon rêve. Je veux dire, j'ai pas fait de cinéma à 20 ans parce que je pensais que j'allais taper un producteur vu comment les femmes étaient traitées dans ce milieu, mais je rêvais que de voir plus de personnages lesbiens, et je l'ai vu ce rêve s'accomplir. C'est-à-dire que réellement, moi c'est un film qui m'a servi de prise de conscience et qui m'a permis de faire mon coming out. One Night is Falling, j'ai eu envie de faire du cinéma pour ça. Mais je pense que justement, il faut transcender ça. Quand il faut raconter des histoires, c'est le principe du cinéma, qui soient des histoires singulières, qui touchent tout le monde à partir de nos singularités. Mais il ne suffit pas de dire « je suis noire, je suis lesbienne, je suis un personnage parfait parce que je suis noire ou je suis lesbienne ». Non, raconte-moi tes fêlures, raconte-moi toutes tes blessures, d'accord, mais raconte-moi aussi que t'es complète, que t'es drôle, que tu peux être aussi un gros con, que tu peux être aussi un oppresseur, on l'est tous. Et c'est cette complexité que permettent les personnages, les séries notamment, qui sont assez géniales pour ça. Magnifique, ouais. Et donc après, une fois que tu as été consacré, parce que justement, tu as réussi à utiliser cette langue qui a ému tout le monde, ne t'enferme pas là-dedans. Continue à être cet artiste qui incarne tout le monde, à partir de tes fêlures à toi, à partir de ton idée à toi. On est mille en soi. À partir du personnel pour aller à l'universel. Ouais, voilà. Mais c'est compliqué, parce que des fois, là, il n'y a pas de leçon à recevoir par ailleurs, chacun le fait comme il le sent aussi. Mais il y a des fois où on a l'impression de parler aux siens et on ne parle qu'aux siens. Il y a des fois où on peut parler de soi et on parle à tous. Ouais. Et là, c'est réussi. Voilà, et moi, je me dis, si Claudia Cardinal, si Lino Ventura nous avaient parlé que du fait d'être italien à chaque fois qu'ils avaient reçu un prix, je ne crois pas qu'ils seraient devenus ces monuments de notre panthéon commun. Oui, fédérateurs dans lesquels on se reconnaît. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas le droit de nous le dire. Ils pouvaient nous dire, ils pouvaient nous parler de l'Italie. Mais ils étaient bien plus que des Italiens. Bien sûr. C'était juste des artistes qui ont fait rêver tout le monde. Mais c'est une façon de parler d'intégration et de lier l'apprentissage d'une communauté nationale avec l'héritage des parents. Donc mais c'est pour ça que il faut cette mixité-là. Mais voilà, c'est un chemin, en fait, c'est une dynamique, il ne faut jamais s'enfermer. Voilà. C'est-à-dire qu'on a le droit de parler de soi, on a le droit de parler de ses parents, de ses racines, encore une fois, de s'auto-énoncer. Mais si c'est pour ne parler qu'à ceux qui sont comme nous, en oubliant, et ça c'est le problème des réseaux sociaux, honnêtement, qui a un impact sur nous tous, c'est un impact sur nous en tant que personnes qui intervenons dans le débat public, et ça a évidemment un impact sur les artistes. On finit par croire que les quelques milliers ou centaines de milliers d'abonnés qu'on a à notre compte Instagram représentent notre peuple.
Notre peuple. Voilà, mais on a oublié qu'en fait, il y avait tout un pays et tout un monde autour, qui n'est pas forcément sur Instagram, qui n'est pas forcément sur les réseaux sociaux, et à qui on parle aussi. Et donc, ne jamais s'auto-enfermer, en fait. Toujours viser plus haut. Tout à fait. Donc, c'est vraiment... J'aurais encore 25 questions à poser, hein, mais on peut pas. Alors, on fera d'autres épisodes. Mais allez-y, vraiment, Génération Offensée, c'est en poche. Livre de poche, c'est au-delà de l'intéressant, c'est utile. Enfin, c'est d'utilité publique et on en a besoin en ce moment, en effet. Donc, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Et à très vite sur La Ruche Média. Et n'hésitez pas à lire Hannah Arendt et Caroline Forrest. Voilà. Waouh. Vous avez vu? C'est la classe. La grande classe. Franchement, c'est la classe. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi.